Donc la suite La suite La suite est sur la valeur fourragère des arbres. Donc je m'appelle Jean-Claude Émile et je travaille à l'INRA à Lusignan en Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes, donc Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, la chose dont je vais vous parler, c'est est-ce que l'arbre ne pourrait pas être une autre ressource fourragère à utiliser au pâturage. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les choses générales qui ont déjà été dites tout à l'heure. Mais donc, pour nous, ça paraît évident que l'arbre au pâturage, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour mieux capter le rayonnement solaire. Donc, c'est la dimension 3D, hein, l'approche en 3D. L'arbre, il est au-dessus de la fétuque, il est au-dessus de la luzerne, il est au-dessus du maïs. Donc, il peut capter d'autres sources d'énergie solaire. Il a un système racinaire qui est plus profond que la plupart des plantes fourragères. Et donc, il va aller aussi pouvoir capter de l'eau ou des minéraux, les faire remonter. Et puis, il pourra aussi assurer une protection des animaux. Alors, il y a plein d'autres choses positives sur l'arbre dont on ne parlera pas ici, la biodiversité, les auxiliaires, l'éventuelle production de bois, ou que ce soit du bois précieux ou du bois d'œuvre, et puis les intérêts pour le paysage, et puis aussi les intérêts pour atténuer le changement climatique. Alors, il y a deux gros obstacles que vous connaissez tous, c'est les aspects fonciers. C'est un peu compliqué d'installer des arbres quand on n'est pas propriétaire, par exemple, de son exploitation, et puis le travail que ça représente. Donc ça, on n'en parlera pas ici. Et donc tout ça, ça se passe dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Oasis, que Camille a présenté tout à l'heure. Et donc je vais juste faire un petit rappel très rapide, savoir qu'est-ce que c'est. Donc à Lusignan, on a installé une expérimentation qu'on appelle Système, qui implique 72 vaches laitières sur 90 hectares, dans lequel on a pour ambition d'imaginer un système d'élevage qui soit innovant, en ce sens qui concilie l'excellence environnementale et puis aussi une production agricole, étant entendu qu'on est là pour faire comme si on faisait vivre des éleveurs pour les exploitants laitiers. Avec trois grandes contraintes qu'on s'est mis en avant. D'une part, les aléas climatiques et le changement climatique, que Camille a cité, et en rajoutant aussi des objectifs d'économie d'eau et d'énergie fossile. Et donc l'hypothèse qu'on a... Ah non, c'est pas une hypothèse. Et donc on dit qu'on essaie de fabriquer du lait qu'on qualifie de bioclimatique, en ce sens où on tient compte du climat et des processus biologiques. Notre système il est basé sur une approche agroécologique avec deux grandes idées. C'est de valoriser les ressources naturelles produites sur l'exploitation et de valoriser en particulier toutes les dimensions de l'espace. J'ai parlé de la dimension verticale et puis aussi la dimension temps en jouant sur les carrières des vaches, etc. Ça veut dire qu'en pratique, on essaie d'avoir un système végétal et un système animal qui soient en cohérence. Et en particulier, on essaye d'avoir un système de culture. On est en système de rotation prairie-culture, dans lequel on va maximiser la disponibilité des ressources pour notre troupeau. Et on aura en face de ça un troupeau qui sera capable de valoriser ces ressources variées, diverses et variées. Donc c'est donc le troupeau qui va s'adapter aux ressources végétales et non pas l'inverse. Parmi les choses qu'on fait au niveau du végétal, il y a plein de choses, et en particulier, il y a les arbres qu'on va installer ou qu'on a installés de façon à capter mieux les ressources naturelles. Et puis pour le troupeau, on a aussi une priorité mise sur le pâturage, parce que c'est le pâturage qui est la façon la plus économique d'économiser et l'eau et l'énergie. Donc tout naturellement, arbres et pâturage, ça nous amène à réfléchir à comment insérer de l'agroforesterie dans nos exploitations d'élevage. Revenons donc aux questions qu'on se pose. Quand on s'intéresse donc à l'insertion de l'agroforesterie au pâturage dans une exploitation d'élevage, la première question qui bloque les éleveurs, donc ça on s'en est rendu compte en posant des questions, en organisant des groupes de réflexion, en particulier dans un cadre d'un projet européen, la première chose qui bloque les gens c'est « ouais, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça vaut ?» On sait ce que vaut le maïs, la luzerne, le métail, tout ça on sait, il y a des tables, il y a des pratiques, il y a des habitudes. Par contre, qu'est-ce que ça vaut vos arbres dans nos animaux, pour alimenter nos animaux? Il y a d'autres questions dont on ne traitera pas ici, c'est comment protéger les arbres contre les chevreuils, les lapins, les campagnols, mais aussi contre les vaches, quand on n'a pas envie qu'elles y aillent. Et puis comment exploiter ces arbres? Est-ce qu'il faut les exploiter violemment, pas violemment? Est-ce qu'il faut les exploiter en été, à l'automne, 2 fois par an, 3 fois par an? Tout ça, on ne sait pas du tout comment faire. Donc c'est des questions qu'on se pose aussi. Là, on va se polariser sur la valeur fourragère.
Et donc, depuis les années 2014, et puis ça va durer encore l'an prochain, ou cette année même, 2017, on s'intéresse donc à évaluer de façon générale la valeur fourragère des ligneux. Alors pour nous, ligneux, c'est à la fois des arbres, des arbustes, et puis aussi des lianes. Et pour évaluer la valeur fourragère, on va aussi essayer de voir quels sont les facteurs de variation qui peuvent faire varier cette valeur. Et donc on va passer en revue les différents facteurs. Tout ça pour introduire les ligneux donc dans les systèmes d'élevage. Donc on a cité le cadre des projets qui tournent autour de ça. Donc il y a évidemment Parasol, il y a Arbel, il y a le projet européen, et puis nous on a un autre projet d'ordre régional qui s'appelle Ruminarbre. Et nos partenaires de travail sont Agrouf, qui organise cette journée aujourd'hui, ProbeA, qui est un opérateur régional en Poitou-Charentes, et puis nos collègues INRA, d'autres collègues à Lusignan, des collègues à Rennes, et puis des collègues de TEC qui sont présents ici. Alors, en ce qui concerne les facteurs de variation, d'abord un petit rappel, nous on va travailler que sur les feuilles. Alors on ne va pas travailler sur les tiges, ni sur les fruits, même si c'est super intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Donc on travaille que sur les feuilles, pour l'instant. Alors je vous rappelle que les feuilles, il y a des feuilles qui sont simples, des feuilles de saule, puis des feuilles composées, type frêne par exemple. Donc c'est bien l'ensemble de la feuille. Là vous avez une feuille entière. On ne s'amuse pas à prendre les folioles, on prend la feuille entière de frêne ou de noyer, et puis la feuille entière aussi de saule, ou châtaignier, ou mûrier. Alors, le premier facteur de variation auquel qu'on imagine, c'est l'espèce. Donc là-dessus, il y a, je redis, des arbres, des arbustes et des lianes. Et dans les espèces, il y a les espèces incontournables, les références. De référence, le frêne, qui est référence plutôt pour les zones océaniques et continentales. Donc c'est une espèce qui est très, très fréquemment utilisée ou qui a été très fréquemment utilisée par les éleveurs. Et puis dans les zones plus sud, c'est le mûrier blanc, qui est assez régulièrement utilisé par certains éleveurs. Un autre facteur de variation probable, c'est le mode d'exploitation. Tout à l'heure, Camille a parlé de tétard. Donc ça paraît évident qu'il y a sans doute une variation dans la qualité quand on a des arbres en auget, ici un poirier à Brunambert, ou des arbres qui sont coupés à 1 mètre ou 2 mètres du sol, c'est un tétard, c'est un saule, ou bien des arbres qui sont coupés au ras du sol, qui sont recépés par exemple. Donc on imagine qu'il y a sans doute des variations de valeur alimentaire. Et un troisième facteur, c'est la saison. Il est probable que, comme pour tous les fourrages, il est probable que la feuille n'a pas la même valeur alimentaire qu'on soit au printemps, en été ou à l'automne. Alors en pratique, on se dit quand même que les arbres, ils ne sont pas là pour concurrencer la luzerne ou le régras. Et donc il est plus probable qu'on va utiliser des arbres en été ou en automne, lorsque les ressources fourragères classiques seront plutôt manquantes. Alors sur l'ensemble du programme, sur les 3-4 ans, on va pouvoir passer on va passer 53 essences différentes d'arbres qui vont être récoltées en été, et dans lequel, avec les répétitions, avec les différentes conditions pédoclimatiques par exemple, on aura en tout 210 arbres, combinaison arbres et lieux. Le mode d'exploitation, on va travailler sur différentes essences, 8 essences particulières dans 18 situations, où on aura des comparaisons entre des fourrages tétards et des fourrages conduits en auget. Et puis au niveau de la saison, on a donc 15 essences dans 35 situations qui vont être comparées aussi bien en juin, en août qu'en octobre. Alors ça, vous avez vu tout à l'heure que c'était sur un programme de 2014, 15, 16, 17. Et donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est uniquement les 2014-2015, parce que 2016, les prélèvements sont faits, évidemment, heureusement. Mais par contre, les analyses on n'a pas reçu les analyses encore. Donc c'est extrêmement partiel. Mais je pense que ça ne devrait pas beaucoup bouger. À partir de quels arbres ou quelles ressources ligneuses on est parti? Donc on est parti à partir de nos dispositifs Oasis dont on a parlé tout à l'heure, donc plantés en 2014 et en 2015, avec également des haies qui étaient déjà préexistantes, heureusement, et puis un bois qu'on a transformé pour pouvoir l'exploiter avec les animaux. Là, j'ai mis les 4 espèces majeures qu'on a mises dans nos dispositifs, donc du frêne, du mûrier blanc, de l'aulne de Corse, et puis un orme. Là, ce sont des jeunes arbres ou des haies. Et puis, on a aussi été chercher un peu partout autour de Lusignan et dans les départements limitrophes des ressources ligneuses existantes. Et puis, on a aussi utilisé ce que j'ai appelé pompeusement le dispositif national agroforestier,
donc qui a été mis en place dans les années 95, etc., comme c'était dit tout à l'heure, avec différents partenaires. Et en particulier, ici, dans le Pas-de-Calais, des exploitations à Brune-en-Berre, à Zoteux et à Anquin, chez messieurs Leduc, François et Ducrot. Je n'ai pas vu tout le monde dans la salle, voilà. Très bien, merci. Voilà. Et donc vous avez ici un magnifique érable qui vient de chez vous, et donc toujours un poirier qui vient de chez monsieur Leduc. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on a des arbres adultes, hein, et là vraiment on a des choses très intéressantes, même si ils ne sont pas pâturables tels quels. Par contre, on peut aussi imaginer que les exploitants ont pu ou ont coupé des branches, et que les branches ont pu tomber au sol, et que les animaux ont pu manger les feuilles. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Alors si tout marche bien, non. On va mesurer d'abord, et comme de façon classique, la valeur énergétique, la valeur protéique. Ça, c'est vrai pour tous les fourrages, c'est classique. On va donc le faire aussi pour les feuilles d'arbres. Par contre, on va aussi rajouter des choses un peu plus particulières, les tanins condensés, donc qui peuvent éventuellement interférer sur la digestion chez le ruminant, ou avoir d'autres aspects plus positifs cette fois-ci. Et on va aussi mesurer les minéraux, parce que dès qu'il y a une nouvelle espèce, en fait, les gens s'intéressent beaucoup sur la teneur en minéral, en calcium, en potassium, en magnésium, en se disant peut-être qu'il y a des choses intéressantes à gagner sur ce nouveau fourrage. Alors la valeur énergétique et protéique, je fais simple, on va mesurer, comme l'a présenté Donato tout à l'heure, les fibres et la digestibilité enzymatique ou la digestibilité cellulase. On va mesurer aussi la MAT, donc la teneur en matière azotée totale. Et ça, c'est fait par nos collègues de Lusignan d'une autre unité. Voilà, oui, là, c'est le nombre, non pas d'échantillons, mais le nombre d'essences ou d'analyses qu'on va faire. Donc 2014-2015, c'est environ 70 analyses. Et en 2016, un nombre beaucoup plus important. Ce qui est entouré en rouge, c'est ce qui fera l'objet des diapositives suivantes. On peut aussi s'intéresser à regarder un peu plus loin ce qui se passe au niveau d'un vrai ruminant. Et donc on a fait des prélèvements qu'on a passés sur ce qu'on appelle des animaux fistulés. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, sur des vaches qui ont des vaches à hublot, comme on le dit, dans lesquelles on a accès direct à leur rumen. Et on met à l'intérieur du rumen de la vache des sachets. Et on va regarder à quelle vitesse et dans quelles conditions les fourrages vont se dégrader dans le rumen de la vache. Donc ce qu'on appelle des dégradations ruminales. Et on peut aller encore plus loin et faire des digestibilités dans l'intestin d'une vache. Donc là, ça se fait évidemment, vous comprendrez pourquoi, vous comprenez bien pourquoi, en nombre beaucoup plus réduit. Et donc on a passé, en 2014 et 2015, déjà 22 échantillons. Il en reste quelques-uns. Et puis il y en aura 6 qui passeront en digestibilité intestinale. Ça donne une autre idée du devenir de la feuille dans le rumen d'une vache. Au niveau des tanins, donc, qui sont mesurés par nos collègues de thé, donc, je vous présenterai des résultats à partir de seulement 70 échantillons, alors qu'en 2016, il y en a eu beaucoup plus qui ont été prélevés. Et puis en ce qui concerne les minéraux, donc je ne vous présenterai aucun résultat, puisqu'on n'en a pas du tout fait avant 2016, et donc ça, ils sont faits par les collègues de Bordeaux. Alors oui, ce qui apparaît là, c'est que je ne vous parle que de la valeur énergétique, protéique, tanins et minéraux. Je ne vous parle pas du tout de quantité ingérée. Est-ce que les vaches mangent beaucoup ou pas beaucoup de ces fourrages-là? Je ne vous parle pas d'appétibilité. Est-ce que les vaches ont envie ou pas de manger une feuille de mûrier ou une feuille de chêne? Ni de leur accessibilité. Est-ce que c'est facile ou pas d'accéder aux feuilles de prunellier, par exemple? Et je ne vous parlerai pas non plus des effets zootechniques sur la production laitière, production de viande, sur les effets sur la reproduction éventuellement, ou sur le parasitisme. D'accord? Ça, c'est un autre sujet, comme quoi il reste beaucoup à faire. Donc ce sera uniquement des feuilles et uniquement sur la valeur énergétique, protéique, tanins et minéraux. Alors voilà donc un peu ce qu'on observe sur les échantillons 2014 et 2015, donc 70 échantillons à peu près. Là, je me suis concentré uniquement sur les mesures en été. Donc vous avez, ce qu'il faut regarder, c'est en abscisse, vous avez la teneur en MAT, donc la valeur protéique, d'accord? Matière azotée totale. Donc on va de 5% de MAT, ce qui est très faible, jusqu'à 25%, ce qui est énorme, d'accord? La ligne verticale, c'est la moyenne. On est à peu près à 15% de MAT. En vertical, vous avez la digestibilité, cellulase ou enzymatique, qui est exprimée en pourcentage. Ça va de 40% à 90%. Et la moyenne est à peu près à 69-68% de digestibilité. D'accord? Donc vous avez ici, en haut à droite, des choses qui sont à la fois très bonnes en digestibilité et en matière azotée. Et inversement, ici, des choses qui sont mauvaises, entre guillemets, au niveau de la MAT et au niveau de la digestibilité.
Et puis pour les autres, vous imaginez bien. Ce qui est rouge, c'est du 2014. Et ce qui est bleu, pardon, c'est du 2015. Donc il y a beaucoup plus de choses en 2015. Et après, il y a les codes un peu compliqués. Les losanges, c'est des arbres. Les triangles, c'est des arbustes. Les carrés, c'est des lianes. Et puis il y a quelques témoins. Vous avez du régranglais ici, de la luzerne. Là aussi un régranglais. Il manque encore un régranglais quelque part. Il a disparu. Il y a un régranglais rouge et un régranglais bleu. Voilà. Non, la luzerne. Voilà. Il y a 2 régranglais et deux luzernes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Première chose, c'est que, waouh, il y a une grande variabilité. C'est énorme. Hein. Il y a de tout. Si on peut regarder dans le carré en haut à droite, là, c'est les champions. Donc, dans les champions, ce qu'on voit, ce qui ressort bien, c'est les mûriers blancs. C'est la protéine, elle est pas pure, mais il y a quand même 20 à 25% de protéines, avec une excellente digestibilité. Alors le mûrier, vous savez, c'est une plante qui était utilisée en partie pour nourrir les vers à soie. Hein. Donc on ramassait les feuilles et puis on les donnait aux vers à soie. C'est très riche en protéines. Vous trouvez aussi, toujours dans les arbres, hein, vous trouvez des aulnes glutineux, qui sont pas mal. Vous avez également les aulnes de Corse, ici, ce qui se trouve bien. Et vous avez les frênes qui sont bons, qu'on retrouve ici ou ça. Là. Donc les frênes ont plutôt une digestibilité supérieure à la moyenne. Par contre, au niveau MAT, ils sont des fois supérieurs à la moyenne, des fois inférieurs. Ça, c'est pour les arbres. Toujours dans les arbres, on peut regarder des arbres qui sont moins bons. Ici, vous avez un chêne vert, 2 chênes verts. Vous avez un chêne liège, qui n'est pas excellent non plus, ça ressemble. Et vous avez des châtaigniers, qui ne sont pas exceptionnels non plus, et des noisetiers. Voilà. Ça, c'est pour la partie arbre. Pour la partie arbuste, c'est les triangles. Vous avez des lilas, vous avez des églantines, vous avez des ronces. Ronces, arbustes, c'est presque une liane, mais bon, bref. Vous avez des pruneliers. Et puis dans les choses qui sont moins bonnes, vous avez du hou. Bon, voilà, pas trop surprenant. Alors c'est pas parce que c'est à pic que les vaches en mangeront pas. Hein. On est surpris de ce que mangent les vaches ou les chèvres. Hein. Pour l'instant, je ne dis pas ce qui est bon ou pas bon, hein, je dis ce qui est fort ou pas fort. Après, il y a des animaux à qui ça ira très très bien comme fourrage. Et puis, il y a ici des plantes qui sont un peu spéciales. C'est qu'elles sont très bonnes en digestibilité, mais elles sont pas... au contraire, pardon, elles sont très bonnes en matière azotée, mais elles ne sont pas excellentes en digestibilité. Et on reconnaît ici, là, il y a 3 échantillons de robiniers. Robiniers, c'est les faux acacias. Hein. Et donc là, le robinier, c'est riche en matière azotée. Par contre, ce n'est pas excellent en termes de digestibilité. On a aussi les noisetiers qui sont très serrés. Là. Il y a 3 noisetiers, ils sont là tous les 3. Voilà un petit peu ce qu'on constate. Donc il y a une grande diversité, et puis on trouve de tout. Il y a des vignes aussi, il y a beaucoup de vignes. Les carrés, il y a des vignes, il y a différentes sortes de vignes. Oui, j'ai oublié les lianes. Dans les lianes, on trouve la championne en digestibilité, c'est le fruit de la passion, ou grenadille. Voilà. Donc c'est des plantes qui sont cultivées dans les zones plus tropicales, mais qu'on peut aussi trouver chez nous. Il y a du jasmin aussi. Qu'est-ce qu'on a comme liane? On a des kiwis, ici. Autre exemple de liane, des mois et des mois. Du lierre. Ah, le lierre. Le lierre qui n'est pas exceptionnel en termes de matière azotée. Par contre, en digestibilité, il est quand même tout à fait correct. Et par rapport à... On s'est posé la question, mais où sont les fourrages classiques? Et donc, on s'est autorisé à projeter sur ce graphique-là des fourrages classiques récoltés en verre ou en conserve, chez nous, en 2014 et en 2015, et avec le même laboratoire d'analyse. Donc on peut complètement les superposer. Et c'est intéressant, parce que là, vous avez le maïs, l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, ça vaut à peu près 71 de digestibilité et à peu près 8% de MAT. Donc notre maïs, il est là. Hein, donc il n'est pas... tout à l'heure, je n'aurais pas dit que c'était exceptionnel en étant ici. Vous avez aussi en vert, en jaune, d'autres ensilages, donc des ensilages de métail, donc association céréales et protéagineux. Alors les métails, on sait bien qu'ils sont moins bons en digestibilité qu'un maïs ou qu'un sorgho. Par contre, ils ont plus de MAT. Donc on les retrouve ici. On a 4 métails différents, 4 silos différents. Et puis là, on a des prairies pâturées. Donc avec une grande variabilité aussi. C'est toujours de l'été. Mais donc il y a des prairies qui ne sont pas exceptionnelles. Hein. D'ailleurs, ça se rapproche de ce régranglais là, qui est vraiment pas très bon. Et puis on a aussi des prairies qui sont exceptionnelles en MAT et puis, ou très bonnes en digestibilité. Alors ça dépend de la composition. Hein. En particulier, là, celles qui sont ici sont des prairies qui sont riches en chicorée. Voilà. Donc là, ça donne un petit peu un cadre pour voir à peu près où se situent nos fourrages ligneux.
Juste pour illustrer ce qui se passe dans un rumen de vache. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on mettait des sachets dans un rumen de vache. Voilà un chapelet de sachets. Donc ça ressemble un peu à des sachets de thé ou de tisane qu'on remplit, hein, et puis qu'on met à incuber dans un rumen de vache et qu'on retire quand on veut. Et on peut les retirer au bout de 2 heures, 4 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures pour fabriquer une cinétique de disparition dans un rumen de vache. Ici, c'est des données 2014 uniquement, et j'ai pris uniquement 6 fourrages parmi les 12 qui étaient passés. J'en ai pris certains qui sortent bien, le mûrier blanc qui est en rouge, le frêne qui sort en bleu, et donc on voit bien que le mûrier blanc, il se dégrade petit à petit, et puis après on arrive à un plateau, et on arrive quasiment à 90% de disparition dans un rumen de vache, le frêne est un peu en dessous. Et puis on a 2 plantes qui ont un comportement très différent, le châtaignier en vert, et puis le chêne rouge, qui est en bleu, je vais mettre du rouge, et donc eux, ils commencent à se dégrader dans le rumen, et puis c'est bloqué, ça avance pas. Donc on a des choses qui ont vraiment du mal à être digérées. Et j'ai mis en pointillé les témoins, donc un raigranglet et une luzerne. Donc le meilleur, c'est le raigranglet, avec les ronds, et puis la luzerne est un peu moins bonne à la fin. Par contre, la luzerne a démarré beaucoup plus vite que le raigranglet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à partir de ces cinétiques de dégradation dans le rumen qu'on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la dégradabilité théorique, qui nous permettra après de calculer les PDI, hein, quand on appliquera ça aux matières azotées totales. Ça paraissait ici, mais je ne vais pas m'apesantir. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est les tanins. Donc on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau des tanins. Et donc nos collègues ont analysé les échantillons qu'on leur a envoyés. Et on se rend compte que les tanins dans un rumen, dans un fourrage, c'est 31 grammes par kilo, c'est-à-dire 3% en moyenne dans les échantillons qu'on a eus. Et surtout qu'il y a une très grande variation entre les espèces. Donc il y en a où il n'y a quasiment pas de tanins, hein. Et puis il y a un champion dans lequel on a 17% de tanins dans la feuille. Alors quels sont les bons et les moins bons, ou les plus élevés et les moins élevés? Ça ne veut pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. Alors les plantes qui n'ont pas ou quasiment pas de tanins, c'est nos témoins fourragers, hein, la luzerne en gras là, et le raigras. Mais c'est aussi le houx, il n'y a pas de tanins, le chèvrefeuille, le mûrier, le frêne, etc. Le châtaignier, bien qu'on dise que les tanins de châtaignier, ce n'est pas de la feuille, ça vient de l'écorce. Hein. Après, il y a ceux qui ont un petit peu de tanins, mais bon, moins. Aulne, noyer, chêne rouge, aulne de Corse, chêne liège, tilleul, érable et orme. Et puis après, il y a les champions. Donc les champions, c'est chêne vert, kiwi, vigne et noisetier. Et puis surtout le robinier. Donc le robinier, là, on a 3 échantillons, et c'est systématique. Le robinier est plein de tanins. Voilà. C'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est un fait. Voilà. Alors, pourquoi ça peut être bien? Ça peut être bien parce que ça peut contribuer à la maîtrise du parasitisme. Ça peut être bien aussi parce que ça limite la dégradation de l'azote dans le rumen, et ça fait que l'azote pourra après se dégrader dans l'intestin. Donc, vous savez, des fois, on tanne des protéines, hein, on a des tourteaux tannés, pour pas que ça se dégrade trop vite dans le rumen. Donc ça peut être bien. Par contre, ça peut être aussi pas bien si les protéines ne se sont pas dégradées du tout, ni dans le rumen, ni dans l'intestin. Auquel cas, l'animal aura ingéré de la matière azotée, et puis en fait, il va la rejeter. Donc là, donc il y a du bon et du pas bon. On verra plus tard qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Voilà la principale chose que je vais vous montrer. Alors pour l'effet saison, on s'est intéressé aux saisons uniquement en 2016. Donc il n'y a aucune analyse de disponible. On a juste les matières sèches, puisque ça c'est nous qui les maîtrisons. Et dans le cadre du réseau Parasol, on a constaté que sans surprise, que les fourrages du mois de juin étaient plutôt à 30% de matière sèche, avec des écarts de 22 à presque 40% selon les espèces. Les espèces qui sont plutôt humides, c'est le frêne et les noyers. Hein. On imagine bien les feuilles de frêne noyer qui sont riches en eau. Par contre, les feuilles qui ont des teneurs en matière sèche plus élevées, c'est les poiriers et les cormiers, par exemple. Et puis, ça monte très rapidement au mois d'août, pour monter à 42%. Et puis en octobre, c'est encore un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et on va jusqu'à des fourrages qui ont jusqu'à 60% de matière sèche lorsqu'ils sont récoltés en automne. Et j'avais un tout petit graphique d'illustration. Là, c'était donc pas dans le réseau Parasol, mais chez nous à Lusignan. Donc on a j'ai mis sur quelques espèces, là il y a 7 espèces, sur lesquelles on a les teneurs en matière sèche du mois de juin au mois d'août et au mois d'octobre, avec, il n'y en a qu'un qui a un comportement à peu près normal, c'est le châtaignier, parce qu'en fait ce sont des repousses de châtaignier, donc un châtaignier qui ont été coupés au ras du sol et qui repoussent. Et donc au mois de juin, août et octobre, c'est de plus en plus sec. Alors que les autres, ce sont des arbres qui étaient un peu plus âgés, un peu plus adultes, et dans lesquels on voit l'effet de la sécheresse. Il y a une très grande sécheresse au mois d'août, donc les feuilles des arbres commençaient
à vriller, et donc elles sont en température forte. Et puis en octobre, ben, en fait, on a les feuilles, c'est pas qu'elles ont repris de l'eau, c'est que les feuilles étaient très sèches sont tombées, et il reste des feuilles presque normales. Hein. Donc en fait, il y a un accident au mois d'août, sauf pour celui qui était conduit en tétard ou en RCP. En conclusion, et donc je rappelle, c'est toujours de la feuille, et c'est provisoire. J'imagine qu'il faudra confronter ça avec les données 2016. On constate qu'il y a une forte variabilité parmi les espèces qu'on a observées, qu'il y a certaines espèces qui ont une excellente valeur alimentaire, mais même très très surprenante, en termes d'énergie d'azote, le mûrier blanc et le frêne. Et comme par hasard, c'était des espèces qui étaient réputées bonnes et utilisées par nos prédécesseurs. Et puis il y a d'autres espèces qui ont aussi une bonne valeur alimentaire, de façon un peu plus originale, le tilleul, les aulnes, les ormes, et je rajouterai aussi les saules, parce qu'ici il y a pas mal de saules par chez vous, et les saules se débrouillent très bien. Et ça, ce sont des résultats d'été, hein, je vous rappelle. Ce n'est pas des résultats de printemps. Donc ce sont des résultats d'été. On constate aussi qu'il y a une présence de tanins chez je l'ai cité, les robiniers, les vignes et noisetiers. J'en ai déjà parlé, c'est positif, négatif, c'est à regarder. Et puis, en tout cas, jusque sur ces résultats-là, mais on aura des informations en 2016, sur les données 2016, on n'a pour l'instant pas encore bien pu décortiquer l'effet du mode d'exploitation, ni l'effet de la saison. Mais ça ne saurait tarder. Donc, en conclusion, on peut dire que les ligneux, les arbres, les arbustes, les lianes, constituent à l'évidence une ressource fourragère qui est utile à mobiliser en été, lorsque les autres fourrages ne sont pas disponibles, hein, ou moins disponibles, et qu'à ce moment-là, ça contribue forcément à l'économie de fourrage stocké et aussi à l'économie de concentré. Donc nous, ça va dans l'autre sens, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Donc la question de pâturer les têtards, donc on a parlé de têtards, mais tout à l'heure on parlait de têtards qui étaient plutôt hauts, hein, et donc nous, notre idée, c'est de pâturer les têtards qu'on aurait coupés à 1 mètre ou à 50 cm pour que les animaux puissent avoir accès au fourrage directement, sans avoir à intervenir. Donc là, vous avez à Lusignan des têtards qui appartiennent à la commune de Lusignan, qu'on nous ont prêtés, et donc qu'on a taillé à 1 mètre en 2015, on les a retaillés à 1 mètre en 2016, et voilà ce qu'on avait en août 2016. Donc après 2 ans de taille violente, on a donc une pousse exubérante de fourrage. Donc c'est une repousse à partir du mois de mars 2016 jusqu'en août 2016. Et donc je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dessus, et qu'il y a probablement des valeurs alimentaires qui sont différentes de celles d'un frêne normal. La même chose chez nos collègues athées. Donc ce sont des frênes qui étaient encore plus âgés que les nôtres, qui ont été coupés à 1 mètre. Et voilà donc ce qu'il y a à manger en octobre 2016. On ne voit plus du tout le tronc, mais le tronc il s'arrête à 1 mètre, et on a des choses qui arrivent à 2,50 m de pouce. Et puis la même chose chez des mûriers. Donc là c'est au lycée agricole du Pradel dans l'Ardèche. Donc ils ont des mûriers qui sont installés depuis 20 ans. Vous voyez ici les mûriers. Et un jour ils ont décidé de couper leurs mûriers en tétard. Donc ça fait déjà 10 ans qu'ils sont coupés en tétard, et ça fait des espèces de trognes comme ça qui sont au ras du sol. Il y a même des mûriers qui sont entre ces lignes qu'on voit, qui sont coupés au ras du sol. Et après, nous, on les a demandé de le laisser pousser une année. Et voilà ce qu'on observe en une saison de pousse, des arbres qui ont été coupés au mois de mars, et voici ce qu'on peut récupérer au mois d'août de cette année. Et voilà, je voulais terminer aussi avec l'autre idée, en termes de lianes. Une liane qui nous paraît aussi très intéressante, c'est la vigne. Et donc là, vous avez des parcelles de vignes qui ne sont pas conduites pour du pâturage, qui sont conduites pour la production de bois. C'est chez un pépiniériste. Hein. Donc c'est la vigne porte-greffe. Vous imaginez, là, vous voyez des graillages à moutons à l'horizontale. Hein. Donc la vigne, là, elle est à 1 mètre du sol, et elle couvre des dizaines d'hectares. Et on a vraiment, ça c'est au mois d'août, en Vendée. Toutes les parcelles à côté sont grillées, les prairies sont grillées. On a vraiment envie d'y mettre des animaux dedans. Et donc, parce qu'en fait, ce sont des vignes, elles ont 3, 4, 5 mètres de racines qui vont chercher de l'eau en profondeur. Voilà.